Les Gilets jaunes, bah oui, bien sûr, mais que cache ce mouvement? Qui est derrière ce mouvement? Que veut dire ce mouvement? Eh bien, on va essayer de réfléchir un peu à tout ça avec Emmanuelle Wargon, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Emmanuelle Wargon, bonjour. Bonjour. Bon, alors demain, Gilets jaunes, officiellement, ce sont des gens qui sont en colère, qui grognent contre les augmentations de prix des carburants. Vous comprenez ce mouvement ou pas, vous? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce mouvement, en fait. Il n'y a pas que ça, en fait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a un ras-le-bol qui s'exprime et une colère et qu'il faut qu'on entende, auquel il faut qu'on réponde, de citoyens. Et puis après, il y a une agrégation, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est les 80 km/h, c'est la hausse de la CSG pour les retraités, c'est tout ça? C'est peut-être aussi beaucoup de choses qui changent en même temps, parce qu'on a la hausse de la CSG pour les retraités, mais évidemment, on a aussi la baisse des cotisations sociales. Mais d'une certaine manière, il y a peut-être un empilement qui fait que l'action est moins lisible et donc les Français retiennent un morceau de l'action et pas le reste. Donc il y a une partie de colère de citoyens et après une partie de récupération sous des formes très diverses et qui là est un peu plus inquiétante. On va parler de la récupération. Simplement, avant, le Premier ministre ce matin, je crois, a dit manifester d'accord mais sans bloquer. C'est possible, ça? Je pense qu'en tout cas, c'est normal que les forces de police soient vigilantes et qu'on ne laisse pas... Il faut verbaliser quand ça bloque? Bon, ça sera géré au cas par cas. Je pense que voilà, c'est le droit de manifestation, le droit d'exprimer ses opinions, c'est un droit très important en France. Après, qu'on mette le pays en vrille totalement, non. Vous la redoutez, cette journée, vous? Je pense qu'elle est importante parce qu'il faudra aussi qu'on comprenne. Et comme c'est une somme de beaucoup de choses différentes, je pense que l'interprétation, la compréhension de ce qui va se passer, ce sera un moment très important. Alors, récupération. Prenons par ordre. Récupération par les médias. Les médias en font trop, non? Il y a une boucle qui s'auto-alimente, je pense que c'est le système des médias en général, et notamment des médias 24/24, des réseaux sociaux, l'actualité fait l'actualité, plus on en parle, plus ça rétroagit sur la réalité, sur ce sujet comme sur plein d'autres. Donc oui, les médias en font beaucoup. Les partis politiques, vous trouvez qu'il y a de la récupération? Beaucoup de partis se sont finalement positionnés. Après, certains des partis qui se sont positionnés étaient d'accord avec la trajectoire de fiscalité écologique au début, donc on sent quand même un peu d'opportunisme dans tout ça. Les Républicains, le Parti Socialiste? À peu près tous ceux qui se sont positionnés. D'accord. Mais justement, est-ce que ce mouvement n'exprime pas, au-delà de la colère qui peut s'exprimer contre le gouvernement, contre le président de la République, est-ce que ne s'exprime pas contre, finalement, 30 ans d'incurie, d'incompréhension de la classe politique dans son ensemble? En fait, moi, je crois que c'est l'enjeu auquel on est confronté. C'est-à-dire, on est dans un gouvernement qui a décidé d'essayer d'agir sur les sujets à la racine, d'essayer de faire des transformations assez profondes. Et comme c'est après des années et des années dans lesquelles on a quand même plutôt piloté à vue, c'est difficile et probablement que la pédagogie, l'explication et l'explication des choix, faire de la politique, c'est prendre des décisions, c'est choisir et c'est trouver la résultante entre des intérêts contradictoires. Et essayer de trouver la bonne résultante pour le pays. Et la bonne résultante pour le pays, ça ne veut pas dire la bonne résultante pour chacune des personnes, puisque bien sûr les situations sont différentes. Et ça, il faut qu'on soit capable de l'expliquer et de l'assumer. C'est ce que fait le président de la République, c'est ce qu'a fait le Premier ministre. Mais on n'a pas l'habitude de ça en France et le débat devient vite caricatural. C'est difficile en fait de débattre. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de ça dans les médias depuis 15 jours, 3 semaines, mais sans aller vraiment au fond. Et c'est ça, je pense, qui nous manque. Mais quand le président de la République dit « j'ai échoué », finalement, pour essayer de combler la défiance, enfin de réparer cette défiance, de rapprocher, de faire comprendre, il y a un fossé qui s'est creusé entre les dirigeants et le peuple. Juste sur les carburants, avant de répondre à votre question, je voudrais dire un mot sur le diesel. Je pense que tout le monde a raison sur ce sujet. On va en venir après. Répondez à ma question. Je pense que c'est très important que les Français aient confiance dans les personnes qui les dirigent et pensent que ces personnes cherchent honnêtement la bonne solution pour le pays.
Et si une défiance se crée parce que les Français commencent à penser qu'il y a d'autres agendas que ça, là, c'est un échec. Je crois que l'ambition du président et du Premier ministre, c'est avec un gouvernement de personnes qui ne sont plutôt pas des professionnels, enfin un mélange entre des gens qui sont des politiciens expérimentés et des personnes qui viennent plutôt d'ailleurs, c'est d'arriver à convaincre de cette volonté d'agir pour le bien commun. C'est important que nos concitoyens pensent que le gouvernement est là pour le bien commun. Et si vous n'y arrivez pas, c'est les dernières stations avant le terminus, là ? Parce que ça fait quand même 30 ans que ça mouline. Moi, je n'ai pas envie de me placer dans l'hypothèse où on n'y arrive pas. Je suis optimiste, je suis là depuis très peu de temps. J'essaye, à mon modeste niveau, de me mettre dans cette dynamique. Je pense qu'il faut qu'on y arrive. Alors, sur le diesel. Là. Oui, sur le diesel. Alors, sur le diesel, parce que je ne sais pas si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, Philippe Doucet dans le Figaro raconte que pendant longtemps, le diesel, on a dit que c'était plutôt moins polluant que l'essence. Puis maintenant, on dit que c'est très polluant, donc il faut arrêter. On prend de l'électrique, mais l'électrique, c'est des terres rares qu'il faut aller exploiter. Dont l'exploitation est très polluante. C'est de ça dont je voulais parler. Pour le diesel, on va pas faire 3 heures là-dessus, mais... On va faire 30 secondes. 30 secondes. Sur le diesel, c'est vrai qu'on a dit pendant très longtemps, il vaut mieux prendre du diesel que de l'essence, et donc la fiscalité était différente. Donc le diesel coûtait moins cher à la pompe. En faisant ça, on a incité beaucoup de nos concitoyens à acheter des voitures diesel. Et donc maintenant, progressivement, on dit finalement, on sait, le diesel, ce sont aussi des particules fines. Les particules fines concourent à la pollution. Donc de toute façon, c'est polluant pareil pour les gaz à effet de serre et c'est polluant en particulier sur les particules. Il faut bouger. Mais à quel moment on le dit? Combien de temps on laisse? Comment est-ce qu'on explicite cette trajectoire? Ça a été dit il y a longtemps. Mais ce message n'est pas passé, il n'était pas audible. Parce que la hausse a commencé de façon très progressive. Elle est tombée comme ça, sans explication. Elle n'est pas tombée comme ça, sans explication. Non, ça fait des années qu'on dit qu'on va rapprocher la fiscalité du diesel et de l'essence. D'anticipation quand même. Ça a été fait probablement insuffisamment. Donc c'est pour ça que l'explicitation des choix, elle est très importante. J'ai 85 ans, ce qui n'est pas vrai. Vous ne les faites pas. Je ne les fais pas, je vous remercie. Je dois changer ma chaudière. J'habite... en proximité d'une petite ville de province. Je dois changer ma chaudière. J'ai ma CSG qui est touchée. Maintenant, on me dit que je pollue. Attendez, moi, j'en peux plus, moi. Il se trouve que je suis allée la semaine dernière à Rennes voir M. Fernand, qui avait exactement 85 ans et qui venait de changer sa voiture avec une prime à la conversion. Donc, il a quand même été capable de changer sa voiture. D'utiliser la prime et d'acheter une voiture à la fois moins polluante, il a acheté une voiture neuve, et qui consomme moins. Je crois que l'un des enjeux, c'est de ne pas opposer la transition écologique et la lutte contre la précarité, la lutte contre la pauvreté, la solidarité, le soutien à nos concitoyens les plus modestes. C'est aussi ça qui se joue. C'est pour ça que le gouvernement a ajouté des mesures en améliorant le chèque énergie, en l'ouvrant à plus de ménages, en améliorant la prime à la conversion, en annonçant une aide spécifique aux chaudières. Aussi, parce que les gens disent, ils nous prennent de l'argent, puis finalement, ils nous le redonnent. Mais il y a une direction générale qui s'applique à tous nos concitoyens et après il y a un accompagnement particulier pour les situations particulières, soit les ménages les plus modestes, soit ceux qui sont particulièrement touchés parce qu'ils roulent beaucoup. Il n'y a pas de contradiction à dire il y a une trajectoire pour tout le monde et après tout le monde n'est pas touché de la même façon. Donc il faut protéger, accompagner mieux ceux qui en ont le plus besoin. Ça me paraît quand même assez lisible, c'est ce message que nous portons. Et les Français vous disent mais l'argent que vous nous prenez là, 3 milliards, je crois, d'ici à 2000... Non, par an, au titre de l'écologie. Où est-ce qu'il va, cet argent? Est-ce qu'il va vraiment dans la transition énergétique? Quand on fait la somme de toutes les mesures qui accompagnent nos concitoyens modestes ou pas pour la transition, et je mets aussi le crédit d'impôt pour la transition écologique, etc., on est à une dizaine de milliards d'euros. Donc les 3 milliards de cette année, c'est moins que les 10 milliards qu'on dépense en masse chaque année pour accompagner les ménages vers la transition écologique. Après, si on compare globalement le budget du ministère de l'écologie et de la solidarité, c'est 34 milliards. Qui a augmenté d'1 milliard, je crois. Donc c'est plus que toute la taxe sur les carburants qui elle-même avait été pensée d'abord comme une taxe générale et pas comme une fiscalité qui veut changer les comportements. Donc il y a une bataille de chiffres pour savoir où va l'argent. L'argent,
les impôts ont aussi baissé pour nos concitoyens, enfin les impôts et les cotisations avec la baisse des cotisations salariales, avec la baisse de la taxe d'habitation. Et l'idée, c'est aussi de rééquilibrer la fiscalité entre la fiscalité sur le travail et la fiscalité écologique. Mais je pense qu'au-delà de la bataille de chiffres, parce que de toute façon, les débats en millions, milliards sont des débats finalement très abstraits, la question c'est comment, situation par situation, ménage par ménage, des familles de personnes qui travaillent 3 enfants, qui vont avoir accès au chèque énergie, les personnes qui ont un investissement à faire et qui n'ont pas les moyens de le faire, comment on les accompagne. C'est les situations particulières auxquelles il faut qu'on réponde. Le ministre de l'Intérieur, que vous n'avez pas connu, mais que vous connaissez quand même, mais qui est parti quand vous arriviez au gouvernement, a dit « Nous manquons d'humilité ». Il avait tout dit, non? En tout cas, on ne peut pas être dans une position dans laquelle on dit, nous savons, vous n'avez pas compris. Il faut qu'on soit dans une position dans laquelle on dit vous êtes d'accord sur le diagnostic, en fait. Voilà ce que nous voulons dire, comprenons les questions, les interrogations des Français, allons au contact, discutons. Moi, j'étais hier dans l'Aude, parce qu'un mois après les intempéries, j'y suis retournée avec Sébastien Lecornu pour voir comment est-ce que les mesures se mettent en place, rencontrer les élus de proximité, les citoyens. Je suis convaincue que l'image qu'on a des causeries, des messages de Pierre Mendès France, il y a quelques dizaines d'années maintenant, sa capacité à s'adresser aux Français sur un pied d'égalité, je veux dire, on est investi de fonctions. Ces fonctions sont des fonctions importantes, mais nous sommes des citoyens et investis de ces fonctions, nous devons répondre aux préoccupations. Je crois que c'est dans cette position qu'il faut être. Qu'est-ce qui va se passer après cette journée de samedi ? Mais d'abord, il faudra qu'on comprenne. Ouais. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez déjà commencé à comprendre, là. Oui, mais on verra comment. Il faudra voir l'ampleur, il faudra voir les messages, il faudra voir la manière dont ça s'exprime. Ça puisse durer, non? Je pense que cette discussion, elle continuera parce que cette préoccupation, elle sera là. Il faut aussi que les mesures qui viennent d'être annoncées deviennent opérationnelles, que les gens puissent pouvoir en bénéficier concrètement et que tout au long des semaines et des mois qui viennent, les décisions politiques prises donnent cette lisibilité et cet accompagnement. Et cette dichotomie province-Paris, vous la sentez à travers ce mouvement? Je pense qu'on la surjoue, cette dichotomie. Par qui? Les médias? Un peu tout le système, vos opposants parce que c'est un peu une mise en scène. Il y a des personnes en difficulté en région parisienne, il y a des personnes qui n'ont pas de problème en province. Vous commencez à avoir des citoyens qui disent le 17, ce sera sans moi. Ils ne sont pas tous dans les arrondissements centraux de Paris. Après, c'est plutôt une fracture entre ceux qui vont pouvoir passer la transition écologique, passer l'évolution économique que nous vivons sans difficulté, et ceux qui vont avoir plus de mal. Il faut qu'on soit vraiment attentif à nos concitoyens potentiellement en difficulté. Alors, ce qui est assez étonnant aussi pour un observateur qui suit ça de très près, mais pour les Français aussi, j'imagine, l'écologie n'était pas au cœur du discours d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, au début. Et maintenant, là, tout à coup, ça devient un pilier. Comment vous expliquez ça? C'est un peu électoral, non? Je pense qu'en fait, quand on travaille à l'évolution à moyen terme, quand on travaille à projeter la société française, l'économie française à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus de différence entre évolution du modèle économique, transition écologique et évolution sociale. C'est un seul projet. Et peut-être que ça n'avait pas été exprimé aussi fortement comme ça, mais le président l'exprime de façon très claire. Il l'a encore dit dans son discours de commémoration le 11 novembre, en disant que les enjeux qui étaient devant nous, les enjeux de la paix, prenaient aussi les enjeux environnementaux. Tout ça, c'est un système. Donc c'est maintenant au cœur de l'action, mais c'est difficile à séparer du reste de l'action. C'est aussi ça, je pense, qu'il faut qu'on exprime plus clairement. On est avec Emmanuel Vargon et on continue avec vos questions, chers internautes, que Jean-Baptiste Sémerjian va se faire un plaisir de présenter. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Une première question d'Antimac, qui est un de nos internautes les plus fidèles. Antimac, il voudrait savoir, il voudrait connaître, il voudrait que les voitures électriques soient exonérées de TVA comme en Norvège.
Alors, les voitures électriques, elles sont déjà beaucoup aidées. Hein, elles ne sont pas exonérées. Elles ne sont pas exonérées, mais elles sont aidées. Après, la question, c'est est-ce que c'est le bon instrument ou pas. Ça coûte plus cher, il faut le dire, une voiture électrique. Une voiture électrique coûte plus cher, mais il y a une prime spécifique pour acheter une voiture électrique qui est de 6 000 €. Et donc, maintenant, quand on fait la somme de toutes les primes, c'est quasiment neutre d'acheter une électrique ou d'acheter une voiture neuve hors électrique. Et après, elle coûte beaucoup moins cher à l'usage, puisque un plein électrique, ce n'est pas comparable. Donc, je ne sais pas si c'est la TVA qui est le vecteur ou pas. En tout cas, 6 000 € de prime pour l'achat d'une électrique, c'est un effort significatif. Mais c'est dur à recharger aussi, parce qu'il faut trouver la station pour recharger. Ça se recharge à domicile, les gens qui achètent une électrique rechargent à domicile. Vous habitez au 8e étage... Et la loi mobilité qui arrive bientôt dit un point de recharge pour 10 véhicules à terme. Donc il y a un énorme plan de développement des bornes de recharge. Quelques années. Ouais. Ça veut dire quoi, quelques années? L'horizon de la LOM, je crois que c'est 10 ans. D'accord. Une autre proposition d'internaute, Guillaume vous demande pourquoi le kérosène n'est pas taxé. Kérosène, donc le carburant des avions. Alors en fait, ça date d'un accord international de l'après-guerre. Donc ce n'est pas une décision française de taxer ou de ne pas taxer le kérosène, c'est une décision internationale avec un accord avec à peu près tous les pays développés. Probablement qu'à un moment, il faudra qu'une discussion internationale ait lieu, mais pour l'instant, ce n'est pas un enjeu sur lequel on peut agir de façon autonome. Et vous y êtes favorable, vous ? Moi, je pense que la question de déplacement propre en avion est une question importante. On peut aussi y répondre par des biocarburants. Enfin, voilà, je pense qu'au-delà de la question taxation ou pas taxation, comment est-ce que le transport aérien concourt à la lutte contre le changement climatique, je pense que c'est une bonne question. Parce que moi qui habite en Ille-et-Vilaine, loin de Rennes, où je prends jamais l'avion, bon, je pollue, mais le bobo parisien, lui, prend souvent l'avion et il pollue tout autant, non ? Après, il y a aussi pas mal de solutions dans lesquelles on met en place une compensation avec la possibilité, à chaque fois qu'on fait un voyage, de financer du reboisement, du développement de zones vertes, etc. Mais en tout cas, je pense que la question du transport aérien est une question importante. Selon Péduchon, vous ne faites que continuer la politique de Nicolas Hulot au gouvernement. Est-ce que vous en tirez les récompenses ? Il parle de récompenses, Péduchon. Je ne pense pas qu'on se sente tellement dans une situation de récompense en ce moment, mais en tout cas, de sa politique. Nicolas Hulot avait une vision forte. Cette vision est toujours là. Moi, je respecte le choix qu'il a fait, mais en tout cas, ce ministère s'inscrit dans sa feuille de route. Et par exemple, moi, je travaille aussi sur les sujets d'eau et de biodiversité. On vient de lancer la 2e phase des Assises de l'eau. On travaille à la mise en œuvre du plan biodiversité qu'il a lancé. Donc oui, il y a une continuité et la volonté est toujours là. D'accord. Selon Hugo, les lobbies industriels sont des freins à la transition écologique. Nicolas Hulot, justement, critiquait les lobbies et la puissance des lobbies. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que la question, c'est de savoir comment est-ce que les acteurs privés, les entreprises et les industries prennent leur part. Pour qu'ils prennent leur part, il faut discuter avec eux. Donc, je suis pas convaincue que le débat soit lobby ou pas lobby. Le débat, c'est comment est-ce que les entreprises, à la fois celles qui sont des entreprises énergéticiennes qui produisent de l'énergie, puis toutes les entreprises contribuent. Par exemple, beaucoup d'entreprises ont pris des engagements zéro net carbone à 2050. Et quand elles font ça, elles contribuent. Parce que la taille d'une entreprise est maintenant très significative, les grandes entreprises multinationales. Donc ce sont des acteurs qui doivent prendre des engagements. Pour qu'ils prennent des engagements, il faut discuter avec eux à un moment. Et en ce qui concerne le lobbying, moi j'ai une position claire qui est oui à la discussion, non au lobbying dans les décisions. C'est pas un gros mot, le lobbying quand même. L'expression de points de vue, que ce soit des points de vue d'entreprise, des points de vue privés, des points de vue d'association, finalement c'est du lobbying. Après le mot est connoté en France. C'est d'ailleurs la une du Figaro Magazine ce week-end. Jean-Baptiste. Carole, elle se plaint que l'on supprime des trains sur les petites lignes, en tout cas la ligne qu'elle utilise, et en même temps, d'autres internautes rappelaient que les bus Macron polluent beaucoup, mais ils ont été prônés par le président de la République. Tout ça, c'est ce qui va rentrer dans le débat sur la loi sur les mobilités, qui arrive bientôt en discussion parlementaire, à la place du train, la place des bus, la place du covoiturage, la place de ce qui s'appelle les mobilités douces. Donc les bus, ça dépend à quoi ils roulent. On veut aussi développer le biogaz pour les transports, l'hydrogène. Donc il y a des solutions pour que les bus soient de moins en moins polluants. D'accord, alors que la ville de Paris vient de se doter de bus polluants, parce qu'il n'y en avait pas assez. J'ai pas vu ce qu'avait fait la ville de Paris. Bon. Dernière question, un peu plus personnelle. De nombreux internautes rappellent que vous étiez directrice des affaires publiques de Danone. Et certains sont étonnés, s'en étonnent aussi, et voudraient savoir qu'est-ce qui vous a motivé à revenir dans le public. Alors d'abord, chez Danone, j'étais en charge de la responsabilité sociale d'entreprise et des affaires publiques. Donc j'étais d'abord en charge de l'agenda de l'entreprise au service de la transition écologique, de la santé et du social.
Deuxièmement, j'ai passé 3 ans chez Danone et 20 ans dans le public. Et en réalité, je crois... En cabinet ministériel ? Un peu en cabinet ministériel avec Martin Hirsch, puisque j'ai fait avec lui le revenu de solidarité active et le service civique, et beaucoup dans des administrations. J'ai été déléguée à l'emploi et à la formation professionnelle, j'étais secrétaire générale d'un ministère, donc plutôt dans la partie administrative. Et je suis revenue parce que servir l'intérêt général, c'est ce qui me motive. Je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Je pense qu'on peut le faire dans une entreprise. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais j'en suis convaincue. Et évidemment, le faire au service de l'État, à l'intérieur du gouvernement, c'est un honneur. Voilà, c'est sur ce beau mot qu'on va terminer. Emmanuelle Wargon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Aux questions des internautes aussi, toujours très curieux et toujours nombreux. Merci. Très nombreux. Merci aux internautes. Vous êtes fait le médiateur. Quel beau mot. Oui, c'est pas mal. Et bon week-end à tous et si vous le voulez bien, eh bien à lundi.